Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour le dernier flop de l'année dédié à mes lectures. Comme d'habitude, il ne s'agit pas d'un classement de livres sortis uniquement en 2023, même si de par mon boulot, c'est essentiellement du très récent que j'ai pu découvrir. Il y a plus ancien bien sûr, mais c'est beaucoup moins nombreux que dans les autres top et flop. Gardez aussi en tête que même si je donne des arguments pour me justifier, ça reste un classement majoritairement subjectif, donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et enfin, sachez que pour la plupart de mes découvertes, je n'ai pas été plus loin que le premier tome. Bah ouais, si le premier me convainc pas, je vais pas faire l'effort de lire la suite. Donc, il est pas impossible que, pour certaines œuvres, ça puisse s'améliorer ou empirer au fil des publications. Allez, on commence. Excusez-moi, je me suis vomi dans la bouche. L'histoire, c'est un jeune garçon, un collégien il me semble, qui est un peu taré dans sa tête. En fait, c'est un orphelin qui passe de famille d'accueil en famille d'accueil, et il s'arrange toujours pour plus ou moins séduire des mères ultra possessives, pour les amener à l'adopter et à le traiter comme le traiterait une mère parfaite. Et putain, qu'est-ce que c'est glauque! Quand t'as l'ado qui vient faire du chantage à sa mère adoptive pour qu'elle accepte de lui laisser lui téter les seins, mais je peux pas objectivement dire que le manga est mauvais. Le dessin est plutôt bon, l'intrigue, bien que malsaine, elle se tient, plutôt bien foutue même, mais j'ai tellement pas envie de lire la suite. Alors peut-être que certains d'entre vous en seront fans, mais pas moi. L'histoire est celle de Victor, un jeune lycéen un brin paumé et cancre de dernier rang. Oui, vraiment, le mec est teubé. Il ne connaît rien à rien. Sauf qu'il va progressivement se rapprocher de Marie-Josée, la plus grosse tête de la classe. Et c'est toute la question, pourquoi cette jeune fille, si intelligente et cultivée, aurait besoin de lui? Mini spoil, même si je pense que si vous avez lu le titre et que vous avez 2 neurones actifs, je pense que vous avez deviné. Marie-Josée souffre d'une maladie qui la rend progressivement aveugle, sauf qu'elle refuse de se rendre dans un endroit spécialisé pour handicapés. Elle veut passer le concours du conservatoire et une fois sélectionnée, ses parents ne pourraient plus l'en empêcher. Elle va donc avoir besoin de Victor pour dissimuler sa cécité, jusqu'au jour J. Et autant l'histoire est cool, les personnages attachants et l'intrigue sympa à suivre, autant il y a beaucoup de petits défauts. Par exemple, la scène où Marie-Josée va dévoiler sa maladie à Victor. Tu te dis que on va voir les deux protagonistes discuter, montrer les réactions de l'un ou de l'autre, voire peut-être même des flashbacks de Marie quand elle a appris pour ce qu'allait lui arriver. Non. En fait, on a un dessin de la grande roue où il se trouve, avec toute la discussion dans des bulles de dialogue autour. Eh bah bonjour l'implication émotionnelle! Littéralement, c'est LA scène où il aurait fallu être avec les personnages, ne pas les lâcher d'une semelle. On aurait eu une voix off, que ça aurait donné le même effet. Il y a aussi un sous-entendu assez désagréable, selon laquelle la musique classique serait la seule et unique forme de musique, tandis que tout ce qui est rock, voire pire, métal, ne serait que du bruit. Ok, ce n'est que l'avis de Marie-Josée, mais vu que, au fur et à mesure, Victor commence lui aussi à adhérer à ce point de vue, et que personne ne tentera jamais d'apposer un avis contraire, en tant que métalleux, ça m'a pas plu des masses. Néanmoins, ça reste une belle histoire d'amour au travers du handicap et de la solidarité. C'est clairement pas pour moi, mais bon. Si ça vous tente. Marvel et Multivers font souvent un bon ménage. Et vu que Spider-Gwen est un personnage que j'aime beaucoup, j'allais pas me priver pour le lire. Petite précision au niveau dessin, si vous me suivez régulièrement, vous devez savoir que je n'aime pas les fortes poitrines. Et la plupart des comics ont une fâcheuse tendance à en abuser. Avec toutes les héroïnes qui vont faire bonnet D, bonnet E, bonnet F... Et pour le coup, pas Gwen. Contrairement à ce qui est présenté sur la couverture, Gwen Stacy a un tour de poitrine largement plus faible dans le comics lui-même. Et c'est pas moi qui vais m'en plaindre. J'aurais quand même quelques petites critiques, notamment le fait que Gwen Spider, l'alter ego de Gwen Stacy, n'a techniquement pas de super pouvoir. À ce que j'ai compris, elle a des araignées microscopiques qui lui créent ou lui retirent son costume à volonté, et ce sont elles qui donnent ses capacités à l'héroïne. Parce qu'il est clairement dit à un moment que si Gwen perd ses araignées, elle perd tous ses pouvoirs. J'étais pas au courant de ça.
et apparemment c'est bien la même Spider-Gwen qu'on est censé avoir dans les films. Donc assez perturbant comme système. L'histoire donc, c'est que notre chère Gwen, en allant dans un autre univers, est frappée par une espèce d'expérience bizarroïde d'une youtubeuse de la fin des temps. No fake. Et du coup, se voit scindée en tout un tas d'alter ego à travers différentes époques de son monde. On va donc avoir une Thor Gwen, une Captain America Gwen, une Iron Man Gwen, une Wolverine Gwen, et il va donc falloir à l'héroïne rassembler tout ce petit monde pour les empêcher d'altérer son présent et remettre tout ça en ordre. Ce qui est compliqué par le fait que la youtubeuse de la fin des temps, toujours pas un fake, a l'intention d'éliminer Gwen et tous ses doubles avec l'aide, et ça c'est absolument génial, du Docteur Céphalopode, qui est un mix entre Docteur Octopus et Cthulhu. Je trouve que c'est une des meilleures idées qu'ait jamais eu Marvel. En dehors de ça, est-ce que l'histoire est bien? C'est pas inoubliable. C'est une histoire de super-héros qui doit régler les problèmes tout en gérant ses soucis personnels. C'est très classique, même s'il y a quelques bonnes idées dans le lot. Mais pour le coup, à part avoir des versions gwenifiées de plusieurs héros Marvel, et le Dr Cthulhu bien sûr, en soi, l'histoire est pas exceptionnelle. Il n'y a rien de vraiment neuf ou original. Donc si jamais vous voulez vous faire un marathon des lectures Marvel, celui-là est pas indispensable. J'avoue que je m'attendais pas trop à ça, et je vous cache pas que j'ai eu plusieurs montées et baisses de hype pendant ma lecture. Grosso modo, l'histoire concerne 3 jeunes japonais qui, après une tentative de suicide, vont développer des super pouvoirs. Et comme ils considèrent que le monde est à chier, vont décider de devenir des super vilains. Le truc avec l'histoire, c'est que ça commence par nous montrer une jeune fille dans l'état islamique qui a développé un pouvoir de la même façon que les héros. Vous pensez qu'on aura droit à 3 jeunes super vilains issus d'à peu près partout dans le monde? Perdu. Ça, c'était juste l'intro. Ensuite, on switch sur les 3 protagonistes japonais qui sont dans le même hôpital et qui, comme par hasard, sont élèves dans la même classe. Ouais, enfin, si tu veux te concentrer sur des persos japonais, tu fais pas une intro sur le Moyen-Orient. Vient ensuite le fait que les pouvoirs des héros ne sont pas les seuls au monde. On est dans un univers où les super pouvoirs sont une réalité établie. C'est juste réservé à quelques élus qui se les transmettent en famille. On sera donc parallèlement présenté à Lightning Bolt et Thunder Girl, une fratrie de super-héros électriques, dont le mec est... comment dire? Imaginez le protecteur de The Boys, qui considère que le monde doit être purifié de toute forme de criminalité, et qui du coup voit tout microscopique délit, voire le moindre avis divergent, comme un crime. Pour vous donner un aperçu de sa personnalité, à un moment, il électrocute un braqueur. Et un petit garçon, complètement fan, vient lui demander si lui aussi il pourra devenir un super-héros. Ce à quoi le mec lui répond littéralement « Non, arrête de rêver, reste à ta place d'humain ». Même le protecteur, il est plus sympa en public. Et comme si ça suffisait pas, à force de parler au gamin, il a complètement oublié qu'il était en train d'électrocuter un braqueur, qui du coup, a été grillé comme un toast. Conclusion, il va dire au gosse « J'étais trop absorbé par notre conversation, donc si je l'ai tué, c'est ta faute. » Ok, je crois qu'on a une némésis parfaite là. Du coup, on a une assez belle opposition entre les gamins qui veulent devenir des super vilains, mais pour de bonnes raisons en fait, et les super-héros qui sont en fait des crevures manipulées par des politiciens véreux. Conclusion, les multiples descentes de hype m'ont quand même vachement refroidi. Ça reste de la bonne qualité, mon manque d'appréciation reste subjectif, j'en conviens. Du coup, ça a du potentiel, mais pas mal de points étaient beaucoup trop décevants pour me donner envie de continuer. Maintenant, si jamais vous voulez tenter... ouais. Comment dire? L'histoire se déroule dans un monde où les humains ne sont pas genrés dès la naissance. En gros, tant qu'ils n'ont pas atteint la 12aine d'années, les enfants ne sont ni des filles, ni des garçons. Le problème, c'est que Inace, le personnage principal de cette histoire, a bientôt 18 ans et n'est toujours pas genré. Ce qui est assez problématique, notamment vis-à-vis de ses amis d'enfance, un garçon et une fille, qui le poussent mutuellement à se décider à évoluer pour pouvoir sortir avec. Le mec souhaite que Inace devienne une fille, et la meuf désire sa transformation en garçon. Et là, à mon sens, on atteint un des premiers problèmes de cet univers. Étant un mec hétéro-cisgenre, je peux me planter. Mais pour moi, soit le message est très maladroit, soit hyper LGBT-phobe. D'une part, il est clairement indiqué que dans cet univers, il n'y a que les hétéros qui existent. Visiblement, vous ne pouvez pas sortir avec un individu du même sexe que vous. Vous pouvez seulement être amis. Déjà, pour moi, c'est une manière de dire que c'est impossible d'avoir une relation amoureuse avec une personne non genrée.
je sais pas si les concernés seront très fans du message, mais en plus, mini spoil pour le premier tome, on apprend que les personnes qui ne sont pas genrées finissent par mourir avant leur 20e anniversaire. Là encore, peut-être que le message évolue dans la suite, mais là, tel quel, pour moi, c'est une manière de dire les personnes non genrées ont tellement pas leur place dans le monde qu'elles finissent par crever avant la vingtaine. Au-delà de toutes ces réflexions, qui toucheront pas tout le monde, ça j'en ai conscience, ça a l'air d'une romance pas particulièrement originale. Si jamais vous êtes concerné, je vous laisse vous faire votre réflexion là-dessus, mais perso, je le conseille pas. Nous allons suivre ici Brune, une jeune femme vraisemblablement accro aux documentaires télé sur les tueurs en série, alors qu'elle va être victime d'une oppression masculine. Grosso modo, un mec l'enferme chez lui et essaye de la forcer, sauf qu'elle va se défendre et lui planter un couteau dans le ventre, ce qui va la pousser à appeler son meilleur ami pour se débarrasser du corps et ainsi espérer s'en sortir. J'ai pas du tout aimé. Déjà parce que j'aime pas le style de dessin, y a pire, mais pour moi c'est niette. Et ensuite l'histoire, t'as l'impression qu'elle a le cul entre deux chaises. Donc, vous m'en excuserez, je vais vous spoiler l'intrigue. Donc, comme d'habitude, timecode si vous voulez vous en passer. On se rend compte que le meilleur ami appelé à l'aide, il fantasme lui aussi sur Brune, et après l'avoir aidé, il espère pouvoir se la farcir. Sauf qu'en fait, le Maccabée, qui n'était pas vraiment mort, il se relève et il tue le meilleur ami, avant de succomber à ses blessures. Puis, parce que c'est pas fini, on a une émission de Faites entrer l'accusé, qui explique qu'en fait, Brune couchait avec les deux mecs, et qu'elle les a butés pour garder le secret. Et du coup, c'est quoi la vérité? Et que la meuf est vraiment une tueuse? Que tout ce qu'on a suivi dans le bouquin, c'était uniquement son point de vue qui occultait sa responsabilité? Ou est-ce que c'est l'émission qui a tiré des conclusions complètement fausses et biaisées? En fait, les deux solutions sont possibles. Et quand ça se finit, la meuf sort de tôle, et un mec propose de la raccompagner en voiture. Sous-entendu que le schéma pourrait bien se répéter. Mais du coup, qu'est-ce que je suis censé ressentir? Est-ce que je dois avoir de l'empathie pour Brune? Ou est-ce que je dois gueuler au conducteur, barre-toi, c'est une putain de tueuse en série? Et je sais pas. Je comprends qu'on puisse aimer les fins ouvertes, j'en ai fait moi-même donc je peux comprendre, ou qu'on laisse planer le doute sur certains personnages, mais en l'occurrence, je trouve que c'est mal fait. On est tellement dans le flou pour tout et tout le monde que ça passe pas. Si encore on avait eu quelques pages en plus, genre montrer l'héroïne qui se fait accuser des flics qui établissent les théories sans l'écouter par exemple, ça aurait largement favorisé la thèse de l'innocente qui a pas eu de bol. Et du coup, je pige vraiment pas l'objectif du livre. Est-ce que c'est une manière de dire que tous les hommes sont des violeurs potentiels et que si jamais tu essaies de te défendre, ça va juste se retourner contre toi? Ou au contraire qu'il faut pas se fier aux meufs qui prétendent qu'elles se sont juste défendues? Donc bref, j'ai vraiment pas aimé ma lecture. Le sous-texte est pour moi beaucoup trop vague pour pas avoir un côté malsain, donc je ne vous conseille pas ce bouquin. Si vous le savez pas, j'aime bien le mythe des sirènes. Pas pour rien que j'ai fait une vidéo dessus. Donc quand j'ai appris qu'on sortait une BD intitulée Super Sirène, j'ai voulu voir de quoi ça parlait. La dernière qui m'avait fait cet effet, c'était Mermaid Project, qui était très bien d'ailleurs, je vous la conseille. On va donc suivre la jeune Cléo. Je sais, c'est totalement inattendu. Une adolescente qui vit sur une île où l'environnement marin et la formation de chasseurs aquatiques est primordial. Le problème étant que notre héroïne est amputée des deux pieds, ce qui la rend incapable de nager. Et elle est la risée des autres habitants qui l'humilient régulièrement. Son seul ami est un inventeur qui, suite à certains événements, va lui faire porter une prothèse en forme de queue de poisson, lui permettant de devenir une combattante sous-marine d'exception. Et là déjà il y a un problème. Vous voyez la couverture? Vous vous êtes fait spoiler les 3/4 du tome. Bon, c'est une série, donc ça encore c'est pas trop grave. Cependant, j'ai trouvé le bouquin très manichéen et misérabiliste. Tout le monde rabaisse Cléo et se fout de sa gueule en permanence. Genre, balancer une handicapée en fauteuil roulant à la flotte et la regarder manquer de se noyer, ça fait rire tout le monde. Et juste après, tu as la prof qui vient la rabaisser encore plus devant tout le monde, en lui affirmant qu'elle est inutile, et que si quelqu'un lui prétend le contraire, c'est qu'il ment. Ça aurait pu faire un pitch intéressant, remarque, mais vu que t'en as deux qui changent radicalement de comportement à la fin du premier tome, non, c'est juste mal écrit en fait. Sinon je suis pas un grand fan du dessin. C'est pas moche, mais c'est pas beau non plus, quoi. Alors peut-être que c'est juste le premier tome qui voulait poser un petit peu maladroitement l'univers et qui s'est pris les pieds dans le plat, sans mauvais jeu de mots, mais en tout cas j'espère que l'auteur a l'intention de s'améliorer pour la suite parce que, en l'occurrence, c'est très très mal parti.
sens que je vais pas me faire que des amis sur le coup. Wallander est le premier tome du cycle Draenei, une saga de fantasy médiévale écrite par David Gemmell, auteur particulièrement réputé et apprécié par la communauté geek. On y suit certains représentants du peuple Draenei, alors que leur pays est envahi par les Vagrians, peu après que leur roi a été assassiné par Wallander, un mercenaire. Personnellement, ça a été ma première lecture d'un David Gemmell, et je suis pas fan. Alors, je tiens tout de même à nuancer mes propos, hein. D'une part, il s'agit d'un roman écrit dans les années 80, et ce n'est que le 3e roman de l'auteur, ce qui peut expliquer certaines incohérences. D'ailleurs, après discussion avec des fans de Gemmell, même eux considèrent que Wallander est pas le meilleur tome du cycle. Je n'aime pas le style d'écriture. Les phrases sont courtes et les descriptions rapides, mais à mon sens, ça manque beaucoup trop de détails. Ça m'a moins dérangé au moment où on était vraiment rentré dans l'intrigue. C'est-à-dire aux alentours de 150 pages. Ça restait imparfait, mais c'était moins gênant. Mais je trouve le style vraiment trop froid et extérieur. Non seulement les détails des situations sont parfois cutés au hachoir, mais en plus, ça a une fâcheuse tendance à bousiller toute proximité avec les personnages. Des fois, quand on laissait entendre qu'un protagoniste s'était fait buter, j'en avais rien à carrer. Y a aussi quelques passages où la psychologie est un peu youplaboum, on va dire. Par exemple, le personnage de Danyla. Dès sa rencontre, on apprend qu'elle a déjà été violée à plusieurs reprises et qu'elle déteste les hommes. Mais elle a aucun problème à se foutre à poil à côté du Wallander qu'elle affirme ouvertement détester. D'ailleurs, leur romance est absolument ridicule et sort d'absolument nulle part. Ou encore, Wallander lui-même, qui est montré comme un gars insensible, et qui se découvre des sentiments complètement aléatoires. Alors oui, plus tard, on apprend que Dardalion et lui ont plus ou moins mélangé leurs âmes, donc du coup, ça explique un peu l'afflux de sentiments. Donc l'un qui devient plus gentil et l'autre plus violent, mais j'ai trouvé la manière dont ça se produisait beaucoup trop brusque et assez peu logique. Je vous jure qu'en tant que lecteur qui découvre Wallander, le personnage pour moi c'est un bipolaire. Il passe d'un extrême à l'autre mais sans aucune raison. Mais alors, le truc qui m'a vraiment fait piquer une crise, c'est quand la quête principale est vraiment lancée. Au début du bouquin, Wallander a sauvé Dardalion, il sait pas vraiment pourquoi. Et il a conscience que ça lui a rapporté plus de problèmes qu'autre chose. Il s'est donc juré qu'il ne ferait plus ce genre de conneries. Quelques pages plus tard, un vieux vient lui proposer une quête extrêmement dangereuse, quasiment une mission suicide. Wallander a toutes les raisons de refuser, il accepte! Et quand on lui demande pourquoi, il répond « par curiosité ». Ah, quand je vous dis que le mec est bipolaire, je déconne pas, hein. Autre gros inconvénient, même si là, c'est subjectif, hein, je le reconnais, c'est que le livre ne contient aucune carte. Ce qui déjà aide pas des masses si vous n'êtes pas un connaisseur de l'univers, mais en plus, on a quasiment aucune explication sur la géographie des lieux. Genre, on a les Draenei, les Vagrians, les Lantrians, c'est le... Hein? Ce que ça implique? Aucune idée. Est-ce que c'est des pays proches? Est-ce qu'il y a des mers qui les séparent? J'en ai aucune idée. C'est pas expliqué dans le bouquin. Donc non, clairement pour moi, c'est pas un roman de qualité. Visiblement, selon des fans, l'auteur était bien meilleur dans d'autres histoires, avec d'autres de ses histoires. Mais à mon sens, Wallander, c'est assez mauvais. Wow! Comment bousiller le moindre gramme de hype en un volume? Le pitch, il est très con, c'est d'imaginer que les différents super-héros soient apparus à l'époque des dinosaures. On a donc un Batman Tyrannosaure, une Wonder Woman Triceratops, etc., etc. Moi, grand naïf, je m'attends à un minimum d'originalité. C'est une histoire ultra basique qu'on pourrait avoir dans n'importe quel one-shot de DC Comics. Alors on pourrait se dire que ce serait un truc complètement barré, loufoque, qui est plus porté sur l'humour, avec un scénar un peu plus léger. Non! Non, non, pas du tout! Le truc est ultra sérieux, ultra premier degré. Il y a zéro blague. Il joue pas sur le côté original de la préhistoire et des dinosaures. Il s'amuse pas du fait que les dinos soient des super-héros. L'histoire est une repompe de tout ce que nous rabâche d'ici depuis des années. Ce comics n'a aucune raison valable d'exister. Même si vous êtes un fan hardcore de Batman, Superman, Wonder Woman et toute leur clique, non, je vous le déconseille. Très franchement, gardez votre argent pour mieux. L'histoire est celle d'un larbin, un jeune lycéen contraint et forcé de servir de... Désolé pour le terme, mais de farmer chinois pour ses camarades de classe.
car il est victime de harcèlement et se fait facilement tabasser par des gugus plus forts que lui. Il va finir par mourir d'épuisement à force de jouer, pour finalement débloquer des capacités spéciales dignes d'un jeu vidéo. Non mais désolé, mais bon, à force... Pourtant, c'est un gimmick qui est hyper récent, mais il a tellement été utilisé à toutes les sauces que c'est déjà devenu un cliché. En gros, dès le début, le héros a l'air de disposer de compétences qui sont complètement cheatées, mais après les avoir testées une fois, elles sont scellées et il peut plus y accéder. En fait, il va devoir faire des quêtes. Voilà, il va avoir une intelligence artificielle qui va lui dire « Fais ceci, fais cela, c'est... » Et en échange de ces quêtes, s'il est réussi, bah, il va gagner des clés qui lui permettent de déverrouiller plus ou moins longtemps certaines de ses capacités. Mais il avait déjà tout débloqué à fond! Et si c'est pour lui dire qu'il doit tout regagner, autant ne pas tout lui mettre niveau max dès le début. Sauf que toutes ces missions, ces missions RPG on va dire, se déroulent dans le monde réel. Et vont régulièrement le foutre dans des embrouilles pas possibles, en compagnie de racailles violentes et extrêmement puissantes. Je n'ai aucune patience pour ce manoir. Non seulement beaucoup de points sont beaucoup trop clichés, mais alors le principe même de l'histoire, qui se concentre juste sur des bagarres de rue et des gangsters inhumainement puissants... non, désolé mais ça m'intéresse pas. L'histoire se déroule dans un environnement post-apocalyptique et dystopique où les niveaux des océans ont énormément monté au point que les humains ont dû se créer d'immenses barrages pour vivre sur de la terre ferme, tandis que les mers ont perdu toute forme de vie maritime. Bien évidemment, toutes les multinationales du monde se sont unies sous le nom de Systema pour pouvoir continuer à engranger des bénéfices, quitte à agir en dictature totalitaire avec le reste du monde. Je crois que c'est un des univers dystopiques parmi les moins originaux que je connaisse. Et c'est hyper manichéen. Les gentils très gentils contre les méchants très méchants du syndicat, et au milieu de tout ça, un groupe de terroristes, la Goutte, qui va recruter la jeune Atari. Aucun rapport avec la console. Et ces terroristes, leur comportement est au diapason des besoins du scénario. C'est-à-dire que quand on veut les montrer comme des gentils, ils sont gentils à 100%. Par contre, quand ils tombent le masque, c'est des crevures intégrales. Sauf que, bah, comme à la toute fin, ils sont censés être considérés comme les gentils de l'histoire, et ben on leur redonne un comportement de gentil. Aussi, pendant une bonne partie de l'histoire, on tease la présence d'un mystérieux renard qui est à la fois l'ennemi de Systema et de la Goutte. Serait-ce par hasard la jeune fille sur la couverture aux côtés de l'héroïne? Probablement. Donc bref, je suis franchement pas convaincu par cette BD que je ne trouve ni très intéressante, ni très originale, ni particulièrement intelligente. Oh là 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 là, le gâchis, putain. Je vais vous faire le résumé soft. C'est de la fantasy un peu médiévale, mais qui a vu se développer des technologies modernes, notamment les smartphones, d'où le fait que le monde a radicalement changé. Et l'histoire va se concentrer sur le paysan Lucas, dont la petite sœur de 8 ans a mis la main sur une épée démoniaque à la puissance sans pareille. Ça fait envie comme pitch, hein? Eh ben, oubliez tout ce que vous avez pu imaginer que ça pourrait être, c'est pas ça. C'est censé être une comédie, sauf que c'est absolument pas drôle. Les 3/4 du temps, c'est prévisible, c'est pas fun, alors que le dessin est magnifique! Vous regardez les personnages, mais ils sont ultra bien dessinés! Le pire étant JB, c'est-à-dire l'épée elle-même, puisque si à la base elle ressemble vraiment à une épée démoniaque, après quelques pages, voilà qu'il lui pousse des bras et des jambes, et qu'elle tape la discute. Il y avait moyen de faire un truc génial! Et ils ont fait un truc sans intérêt. Waouh! Je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. L'histoire est une uchronie, avec Marie-Antoinette qui obtient le pouvoir de devenir giga musclée, et de se battre avec la lame de la guillotine en guise d'épée. Et je crois que je viens de vous résumer toute l'intrigue du manga. Parce que, autant, Hentai Kamen, c'est débile à souhait, on est d'accord, mais c'est drôle! Power Antoinette, c'est nul. Y a rien d'intéressant. Franchement, j'ai suivi l'intrigue, c'est d'un basique sans nom. Je m'endormais sur les pages tellement c'était vide! Et je pense que ce qui m'a particulièrement énervé, c'est le traitement des personnages historiques. Ok, c'est une uchronie délirante, faut savoir débrancher le cerveau, mais là,
l'histoire est tellement merdique et les modifications tellement nulles que j'ai aucune raison de me montrer charitable. Parce que les personnages sont modifiés de façon débile, mais pas débile marrant, débile nul. Genre le médecin de Marie-Antoinette. C'est Charles-Henri Sanson, le bourreau de France. Bonhomme qui dans la réalité avait à peu près 50 ans au moment des faits. Dans le manga, c'est un petit garçon qui se déguise en fille. Pourquoi? Alors que ce rôle aurait largement plus correspondu au chevalier Déon, qui dans le vrai monde de la réalité véritable, c'était vraiment un homme, un espion du roi qui se travestissait en femme. Je déconne même pas, allez checker sa bio sur Wiki, c'est impressionnant. Sauf que dans le manga, le chevalier Déon est une femme qui s'habille en homme. Ça n'a aucun sens. Même l'irrespect des personnages historiques sert à rien. Ce n'est ni drôle, ni délirant, ni fun, ni quoi que ce soit. Et je le répète, je suis quelqu'un qui peut adorer une modification complètement débile de l'histoire, à partir du moment où ça a un quelconque intérêt. Et bah là, non. Que se passerait-il si les requins subissaient une évolution, leur permettant de nager dans les arbres? Vous vous en doutez, c'est un pitch débile du niveau de Sharknado, qui pourrait éventuellement donner une bonne comédie si on sait bien la gérer. Grizzly Shark n'est pas bien géré. C'est un festival de gore et de tripes, certes, faut aimer le délire, et j'ai rien contre le principe de jouer avec le gore. Je suis très fan de séries comme Preacher ou I Hate Fairyland, mais il y a toujours quelque chose en plus. Une histoire cool, un bon humour, des personnages attachants, Grizzly Shark n'a rien de tout ça. À part offrir un pitch débile et un massacre ultra gore, il y a rien d'intéressant. Les situations ne sont pas drôles, l'histoire est ridicule, les personnages sont tous détestables à tous les niveaux, je n'ai pas souri une seule fois de toute ma lecture. Alors que des histoires avec un requin tueur, on peut en avoir des biens. Vous prenez Killer Shark in Another World. Ça c'est bien, le pitch est débile, certes, mais l'héroïne est attachante et les situations what the fuck sont vraiment marrantes. Pas dans Grizzly Shark. Donc si jamais on vous le propose, dites non, c'est un conseil d'amis. Mon diable, ce que c'était nul! Il s'agit d'un one-shot, encore heureux, dans un univers de fantasy médiévale, où le héros Evan vient d'atteindre le niveau 41. Et dans cet univers, le niveau d'une personne équivaut à son âge. Par conséquent, le Gugus commence à ressentir les différents problèmes subis par les darons qui finissent la trentaine. Et c'est NUL! En soi, l'idée d'ajouter le thème de la vieillesse et des défauts qui nous gênent de plus en plus à mesure qu'on prend de l'âge, pour le mixer avec de la fantaisie médiévale et un délire de héros qui doit sauver le monde du grand méchant, pourquoi pas? Frieren avait très bien su jouer sur le contre-coup de l'immortalité. Sauf que là, non. Le principe de Daron Quest, dont la police d'écriture est similaire à celle de Dragon Quest, uniquement pour espérer que les lecteurs confondent et l'achètent par erreur, ce n'est que de l'humour. Ça n'a absolument pas pour objectif d'être prenant, épique ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste censé vous faire rire. Censé. Le but du manga, c'est de vous faire rire. Le problème, c'est qu'il n'est jamais drôle. Pas une seule vanne, pas un seul gag ne me fait esquisser ne serait-ce qu'un sourire. Franchement, si je suis allé jusqu'au bout du bouquin, c'est uniquement parce que je savais que c'était un one-shot, sinon je l'aurais balancé à la poubelle si tout arrivait à la moitié. C'est juste lamentable. C'est une perte sèche de temps, et je vous déconseille de le lire. Comment en 2023, on arrive encore à faire des boosts pareils? Comment on peut encore réussir à faire des univers aussi inintéressants et stéréotypés? Millennia se déroule dans un monde inspiré du Japon médiéval et avec pas mal de steampunk et d'éléments plus ou moins magiques, on va dire. Au milieu de tout ça, Millennia est une jeune femme œuvrant comme magister, chevalier Jedi en gros, et travaille à la paix et la liberté des peuples. Alors autant il y a un côté plutôt intéressant sur l'aspect sociopolitique, parce qu'en fait le monde vient de se débarrasser d'un empire maléfique, et du coup il s'agit surtout d'empêcher ses partisans de revenir au pouvoir. En dehors de ça, c'est
inintéressant au possible. Je me suis fait chier lors de ma lecture, mais à un point, je savais pas que c'était possible. Le dessin est pas moche, mais je le trouve pas particulièrement agréable à regarder. L'intrigue est excessivement prévisible. L'héroïne n'a aucune profondeur en dehors du cahier des charges habituel. Les parents sont morts à cause des méchants? Check. On bute le mentor? Check. Non, franchement, je vous déconseille très fortement cette série. Ouh, c'est mauvais. Ouh là là que c'est mauvais. Bon, évidemment, quand on fait une BD humoristique qui vise ton métier ou ta communauté, il y a un petit peu intérêt à ce que ce soit de qualité. Et en l'occurrence, je suis versé dans le JDR. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet, et je suis maître du jeu à mes heures. Donc en tant que principal concerné, je peux me permettre de le dire, cette BD est nulle! C'est un ramassis de clichés sur le genre, mais qui n'essaie même pas de jouer avec les stéréotypes pour en faire un truc bien. C'est même pas cohérent avec la façon dont se déroulent vraiment les JDR. Si par exemple, un de tes joueurs s'endort sur la table au milieu d'une partie, tu vas pas considérer que le personnage est KO au point que ça cause la mort de tout le groupe. Au pire, tu considères que le mec est trop fatigué et donc tu reportes la session à plus tard. Ou au mieux, le MJ joue à sa place. Et c'est ça le truc, les auteurs ne sont pas des rôlistes. Et s'ils le prétendent, c'est faux. Ils se sont probablement renseignés, je dis pas. Mais ils sortiraient pas des blagues pareilles s'ils étaient de vrais pratiquants. Et pour ce qui est de l'humour, c'est nul. C'est nul, y a rien de drôle. Alors pour quelqu'un qui connaît pas le JDR et qui veut s'en moquer, c'est peut-être génial. Pour un partisan du jeu de rôle, c'est juste à chier. Et en plus, il s'amuse à balancer des crottes sur les wargames. Donc ne lisez pas cette BD, c'est de la merde. Oui. Qu'est-ce que c'était ce truc? Non, franchement, j'ai rien pigé. Grosso modo, le mythe de l'ossuaire est censé être une anthologie d'histoire d'horreur. Et ce premier tome part excessivement mal. On a droit à 2 petites histoires, vraiment pas intéressantes et assez confuses, et qui posent beaucoup de questions sans nous offrir la moindre réponse. Donc déjà, scénaristiquement, j'y ai pas trouvé mon compte. Mais alors, pire que tout, je déteste le dessin. On dirait de la rotoscopie. Pour ceux qui ne connaissent pas, la rotoscopie, c'est le fait de filmer de vrais acteurs pour redessiner par-dessus. Ce qui effectivement permet de maximiser le détail des expressions. Perso, je trouve le rendu très moche. Même certaines séries que j'adore comme Undawn, j'aurais préféré qu'elles soient en live, ou totalement dessinées plutôt qu'en rotoscopie. Et bien là, le passage a décidé de faire de la rotoscopie en BD. Et c'est ignoble. C'est franchement dégueulasse. Donc, en toute franchise, je vous implore de ne pas lire ce comics, parce que moi, ça m'a fait saigner des yeux. Dans la catégorie du « je me suis fait avoir par la couverture », bah oui, désolé pas désolé, je trouvais la couverture magnifique. Puis bon, le titre, Cendrillon est morte, ça avait l'air d'annoncer un truc un peu trash, un peu morbide, c'est... Il va vraiment falloir que j'arrête de me fier aux couvertures. L'histoire, c'est que 200 ans après la mort de Cendrillon, le monde de Lille... Ouais, c'est de la fantaisie médiévale, mais la capitale s'appelle Lille. Est régie par plusieurs décrets royaux. En gros, si tu les respectes pas, tu es alors déchu de tes droits. Les jeunes filles, dès 16 ans, doivent participer à un bal annuel pour être choisies par leur futur mari. Ce qui, évidemment, ouvre la porte à une quantité faramineuse d'abus en tout genre. Commençons par le commencement, le style d'écriture est pas exceptionnel, et même assez mauvais. Par exemple, la manière dont sont écrits les dialogues. Il y a régulièrement des coupures avec la narration, mais là où dans un livre classique, chaque coupure sera suivie d'un retour à la ligne, ici, c'est pas forcément le cas. Du coup, tu vas avoir le dialogue qui est coupé, retour à la ligne, narration, et suite du dialogue. Et du coup, quand tu lis, tu fais pas forcément gaffe, et tu confonds ce qui est parlé et raconté. Très souvent, quand plusieurs persos parlent, tu sais pas exactement qui dit quoi, donc faut vraiment relire plusieurs fois certains passages pour vraiment comprendre où est-ce qu'on en est, quoi. C'est vraiment pas agréable. Pareil, au niveau de l'écriture, c'est parfois tellement mal agencé que ça te bousille la compréhension de l'univers. Par exemple, au tout début, on disait que le bal annuel est obligatoire pour toutes les jeunes filles. Mais que si tu y participes 3 fois de suite, tu es déchu de tes droits. On est d'accord que quand on vous dit ça, vous vous dites il y a un truc qui va pas. Mais en vrai non, le bal est obligatoire, mais tu n'y vas qu'une seule fois pour te choisir un mari.
Les deux autres, c'est des secondes chances. Mais putain, il m'a fallu 2 chapitres de plus pour le piger. Sinon, que dire de l'histoire en elle-même Alors, je vais être très franc. Beaucoup de personnes m'ont vanté la qualité des éditions de Saxus. Et c'est vrai que, de leur part, il y a toujours eu des couvertures absolument magnifiques. Parfois même des collectors qui sont magnifiques à en tomber. Mais alors, si Cendrillon est morte est représentatif de la qualité d'écriture des éditions de Saxus, ça me donne pas du tout envie de lire le reste de leur catalogue. L'histoire est basique au possible, les personnages sont inintéressants, l'univers est ultra limité. Sincèrement, je peux pas dire que c'est mauvais de bout en bout, mais y a rien de captivant quoi. On a quelques retournements de situation sur la fin, mais c'est prévisible. Et surtout, il y a un sentiment d'inutilité qui m'a pas lâché de toute ma lecture. Pourquoi raconter cette histoire ? Elle n'a strictement rien d'innovant. Sans parler de la partie finale où on enchaîne pas mal de facilités scénaristiques. Donc éventuellement, comme premier roman adolescent, oui, ça peut potentiellement le faire. Si vous n'avez aucune expérience avec la fantasy, sinon je peux vous garantir que vous allez vous faire chier. Après, je comprends la volonté de vouloir faire transparaître un message féministe et pro-LGBT, mais j'aurais préféré que ce soit au travers d'une histoire de qualité. Tenez, c'est un petit passage qui vraiment m'a donné envie de hurler. À un moment, l'héroïne apprend qu'un lapin doit être sacrifié pour un sortilège. Sortilège qui éventuellement mènera à défaire le grand méchant. Elle accepte, mais elle évite de regarder le lapin, tout en se disant qu'elle doit le faire parce que c'est le destin. De la part d'une meuf qui justement lutte contre son destin, je trouve ça un peu hypocrite. Je sais pas si De Saxus fait ça pour absolument tous ses bouquins, ou si c'était juste celui-là. Au tout début, on nous prévient des différents éléments potentiellement choquants qu'il pourrait y avoir au cours de l'intrigue. Homophobie, violence conjugale, misogynie, mort, etc. C'est ça ok, j'ai pas de problème avec. Par contre, on nous prévient aussi que, attention, il y a du racisme. Où ? Non, sans déconner, où ? Pour ce que j'en ai compris, la quasi-totalité des personnages sont noirs. Et à aucun moment, il n'y a la moindre réflexion sur les couleurs de peau. Ni même aucune insinuation sur les couleurs de peau. Pourquoi dire attention, il y a du racisme ? C'est parce que tous les personnages sont noirs que vous considérez qu'il y a du racisme ? Donc non, franchement, ce roman est une bouse. Il n'y a aucun intérêt à le lire. Ça n'a rien d'innovant, c'est prévisible, cliché, et s'il n'y avait pas le côté LGBT pour donner l'illusion de la différence, ce bouquin n'aurait probablement même pas été édité. J'imaginais pas qu'on pouvait être déçu à ce point. Le bouquin est magnifique. La couverture avec les dorures, la manière dont est représenté le personnage principal, le titre, les tresses à la Mercredi Adams, le costume noir, les mains jointes pour tenir les fleurs blanches, Je pense que beaucoup s'attendraient à un univers plus ou moins proche de la mort. On est d'accord, y a pas que moi qui pitche là-dessus. Eh ben pas du tout. En fait, on est juste face à un Harry Potter-like, avec une académie de sorcellerie. Et venez pas me dire que, ouais, mais c'est la traduction française du titre, c'est le titre anglais, c'est Over My Dead Body. C'est par-dessus mon cadavre. Donc venez pas dire que c'est la traduction française qu'a chier. L'histoire concerne Abigail, une étudiante dont la cadette a disparu dans une forêt maudite. Elle va refuser de rester à ne rien faire, et tout tenter pour retrouver sa protégée, quitte à mettre sa scolarité en péril. Alors sur le papier, malgré la fausse impression laissée par la couverture, ça pourrait être bien. Sauf que ça l'est pas. Le dessin ça va, il est majoritairement bon. Globalement, il y a quand même quelques passages qui m'ont fait un peu tiquer, mais globalement ça passe quoi. Mais alors l'histoire... Oh là 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 là. Alors on va commencer tout de suite, c'est l'intrigue est nulle. Vraiment. Genre la révélation de pourquoi une ancienne élève a disparu. Tu le découvres et tu te dis juste... Pourquoi ? Genre le truc sort de nulle part. Parlant de sortir de nulle part, tu as pas mal d'éléments qui sont utilisés juste pour faire avancer le scénario. Par exemple, le cas des fantômes, on n'arrête pas de te dire que l'académie est remplie de fantômes la nuit, donc ça doit arriver assez régulièrement d'en croiser. Et en plus, les fantômes ont l'air d'avoir un paquet d'infos sur le sujet. Ah ok, ils parlent par énigme, mais ils parlent. Je sais pas, si tu veux des infos, tu pourrais peut-être retourner les voir. Non, ils s'apparaissent qu'une seule fois dans toute l'histoire, et on n'en entend plus jamais reparler après. Le grand méchant, je l'ai repéré dès la présentation de son personnage, c'est-à-dire littéralement dans le premier 10e du bouquin. Quand t'arrives à deviner le final pratiquement dès le début de l'intrigue, soit t'es beaucoup trop intelligent, soit l'intrigue manque clairement d'intérêt. Et malgré tout mon ego, je pense que c'est surtout l'intrigue qui a des problèmes. L'univers en soi n'est ni très original ni très passionnant.
il y a bien le principe des animaux de compagnie qui sont un peu comme les démons dans La Croisée des Mondes. C'est-à-dire qu'ils sont liés à leurs sorciers. Et même là, ça sert quasiment à rien, quoi. Pareil, la manière dont les protagonistes lancent des sortilèges en récitant des poèmes, en fait, plus ou moins, c'est... Ouais, bon, pas très intéressant en soi. Du coup, franchement, non. Je vous déconseille, paix à mon âme. C'est ma plus grosse déception de l'année. Ce n'est pas original, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas captivant, c'est pas exceptionnellement beau. Bref, ne vous fiez pas à la couverture, c'est juste un joli emballage avec du vent à l'intérieur. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les flops des lectures de 2023. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine et dernière vidéo des top flops de l'année, c'est-à-dire le top des lectures, qui arrivera dans les prochains jours si tout va bien. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis. Et enfin, sachez que pour la plupart de mes découvertes... Va plus vite, connard. En fait, c'est un orphelin qui passe de... Putain. Non. Putain de merde. Hop, on va pousser un petit peu parce que là, il arrête pas de... Et ces terroristes, leur comportement est au diapason du comportement du Sénat. Eh bah, oubliez tout ce que vous avez... oubliez tout ce que vous avez pu... Qui, dans le vrai monde de la réalité virtuelle... Virtuelle, oui, bien sûr. Le vrai monde de la réalité virtuelle. J'invente un concept, là, je pense. Je vais me mettre en tailleur, comme ça tu pourras te coucher tranquille. Voilà. Mais... Merde, j'en ai deux. Ah. Je sais pas si ça va être possible de vous montrer, mais non, ça va pas être possible. Ah, mais Lucine, ton équipe sur mon genou, ça va pas le faire. Non, 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 descends, descends. Mais l'usine. Non. Non, Balou. Ne saute pas. Non. Non. Ah non, 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 Mélusine. Non, non, non. Tu ne sautes pas, toi non plus. Non. Donc, venez pas dire que c'est la traduction française cachée. Donc, venez pas dire que c'est la traduction française. Donc, venez pas dire que c'est la traduction. Donc, venez pas. Arrête de lui courir après, Mélusine. La petite, elle s'est fait opérer il y a 3 jours. Rien à branler, hein, ça.